En considérant le scénario dans lequel il se passe 20h30, on observe un contexte commun à la vie contemporaine, tandis que d'autres demandent un repas du soir, l'arôme de la nourriture se répand dans tout l'environnement et la sensation de faim s'intensifie. À ce stade, une réflexion surgit sur la possibilité de s'abstenir de dîner, une pratique qui, même si elle peut apparaître comme une stratégie drastique de réduction de l'apport calorique, va au-delà de la simple privation alimentaire. De nombreux individus, motivés par la persistance de la graisse abdominale ou l'inconfort physique lié à la sensation de ballonnement, ont recours à des méthodes comme le jeûne intermittent, souvent présenté comme une solution miracle sur les plateformes numériques. Cependant, la décision d'arrêter de manger après un certain temps n'est pas seulement une question de volonté, elle interfère directement avec les rythmes biologiques de l'organisme. La privation de dîner déclenche une série d'ajustements hormonaux, modifiant les schémas de sécrétion de substances telles que l'insuline, la gréline, le cortisol et la mélatonine. Ces changements, au départ, ne se produisent pas harmonieusement. Le corps, habitué à un cycle alimentaire régulier, réagit avec confusion et peut même interpréter ce changement comme une menace. Si la stratégie est mise en œuvre de manière inappropriée, les résultats peuvent être contre-productifs, le sommeil peut être altéré, les niveaux de cortisol peuvent augmenter de manière excessive et le corps, en réponse au stress, peut intensifier le stockage des graisses comme mécanisme de défense. De plus, il existe un risque de compensation calorique dans les autres repas, annulant ainsi les éventuels bénéfices d'une restriction nocturne. En revanche, lorsqu'il est fait correctement, s'abstenir de dîner ne se limite pas à simplement réduire les calories. Cela représente une opportunité pour le corps d'entrer dans un état de maintien métabolique, souvent négligé dans la routine trépidante de la vie moderne. Des études menées par des institutions renommées, comme le Salk Institute, démontrent que les changements d'heure de repas, quelle que soit la composition nutritionnelle, peuvent influencer des paramètres tels que le poids corporel, la glycémie et la tension artérielle. La logique de ce phénomène réside dans l'alignement avec l'horloge biologique, la sensibilité à l'insuline est plus grande pendant la journée, tandis que la nuit, l'organisme donne la priorité au processus de réparation cellulaire et non à la digestion. Consommer de la nourriture tardivement équivaut à surcharger un système déjà en mode récupération. Les premiers jours de cette pratique sont particulièrement révélateurs. Dès la première nuit, la faim apparaît de manière intense et persistante, comme si l'estomac réclamait une attention immédiate. L'irritabilité augmente, la concentration devient difficile et le simple fait de s'allonger dans son lit s'accompagne du bruit inconfortable des bruits abdominaux. À ce stade, la question se pose, cette privation est-elle néfaste ? Cependant, ce qui semble être une réaction de souffrance est en réalité une réponse conditionnée. La gréline, l'hormone responsable de la sensation de faim, suit un schéma établi par des années d'habitudes alimentaires. Lorsqu'on saute le dîner, l'organisme proteste, déclenchant des alarmes internes qui ne reflètent pas forcément un réel besoin en nutriments. Métaboliquement, l'absence de dîner oblige l'organisme à recourir aux réserves énergétiques. Après le dernier repas, pris par exemple à 14h, la glycémie diminue et l'insuline revient au niveau de base. Dans ce contexte, le foie commence à mobiliser le glycogène stocké, une source d'énergie rapidement accessible. La transition vers l'utilisation des réserves de graisse ne se produit cependant pas immédiatement. Le corps, habitué à un apport constant de carburant externe, met du temps à s'adapter, comme un véhicule qui doit basculer entre différentes sources d'énergie. Cette phase initiale est marquée par une sensation d'inconfort, mais des études indiquent qu'avec le temps, l'organisme apprend à optimiser l'utilisation des réserves de graisse. Un aspect crucial de ce processus est la compréhension des vagues de faim. La gréline ne reste pas à des niveaux constants, elle fluctue par pics, générant des moments de faim intense suivis de périodes de soulagement. Cette dynamique explique pourquoi, après une crise de fringale, la sensation disparaît même sans prise de nourriture. Des stratégies telles que boire des liquides, pratiquer des activités légères ou se distraire peuvent aider à surmonter ces moments. L'erreur la plus courante, cependant, est de compenser la privation nocturne par une restriction excessive des repas précédents. Lorsque l'organisme constate une réduction drastique de l'apport calorique, il interprète la situation comme un manque de ressources, déclenchant des réponses de stress qui compromettent le sommeil et la récupération métabolique. Dès la deuxième semaine, un changement significatif est observé. La faim nocturne cesse d'être une urgence et devient un léger souvenir presque imperceptible.
Le corps, désormais adapté, commence à utiliser plus efficacement ses réserves de graisse. Les signes de cette adaptation comprennent une sensation de légèreté au réveil, une réduction du gonflement abdominal et une plus grande clarté mentale pendant les premières heures de la journée. L'énergie, auparavant dirigée vers la digestion, est redirigée vers d'autres processus physiologiques, entraînant un état de meilleure disposition. Cependant, il est essentiel de souligner que les résultats de cette pratique dépendent, dans une large mesure, de la manière dont elle est réalisée au cours des premiers jours, lorsque le corps est encore en train de s'adapter aux nouvelles conditions. L'optimisation des processus cognitifs constitue un autre développement notable de cette pratique. Les fluctuations énergétiques de l'après-midi, autrefois débilitantes, deviennent atténuées voire inexistantes. Des études montrent qu'en prolongeant le jeûne pendant une période de 14 à 16 heures, l'organisme active un mécanisme métabolique appelé interrupteur métabolique, passant de la combustion primaire du glucose à l'utilisation des réserves lipidiques. Ce processus s'apparente à l'activation d'une réserve énergétique sous-utilisée, accumulée au fil des années ou des décennies dans des régions comme l'abdomen, les hanches et les cuisses. Cette reconfiguration métabolique déclenche un phénomène cellulaire appelé autophagie, terme qui, bien que littéralisant l'idée des autoconsommation, décrit un processus de renouvellement intracellulaire. Pendant le jeûne, les mécanismes de nettoyage cellulaire sont activés, éliminant les protéines endommagées, les mitochondries dysfonctionnelles et autres déchets accumulés, dont l'élimination ne se produit qu'en l'absence d'apport alimentaire continu. La stratégie consistant à limiter la plage horaire des repas à la période de la journée, avec le dernier repas entre 13 h et 15 h et le petit déjeuner entre 7 h et 9 h le lendemain, aboutit à un jeûne de 16 à 18 h. Ce schéma, appelé restriction alimentaire en début de journée, favorise le maintien de niveaux d'insuline réduits pendant des périodes prolongées, tandis que les impulsions d'hormones de croissance augmentent pendant le sommeil, favorisant la combustion des graisses, la réparation cellulaire et la préservation de la masse musculaire, à condition qu'il y ait un apport protéique adéquat dans les repas précédents. La recherche indique que cette approche, alignée sur le rythme circadien, peut améliorer la sensibilité à l'insuline et réduire la tension artérielle, indépendamment de la perte de poids. L'expérience subjective de cette adaptation révèle une transformation dans la qualité des nuits. Au lieu d'une léthargie postprandiale, qui conduit souvent à un mode de vie sédentaire, il existe un état de plus grande disposition, propice à la lecture, à l'apprentissage ou à l'interaction sociale, sans sentiment d'épuisement mental. L'absence de reflux, la légèreté au coucher et la sensation de se réveiller sans le poids d'un repas nocturne excessif deviennent la nouvelle normalité. Ce changement transcende l'aspect physique, atteignant les dimensions psychologiques et émotionnelles. La prise de conscience que manger le soir n'est pas une nécessité, mais une habitude enracinée, brise les associations automatiques entre stress, ennui ou divertissement et consommation alimentaire. L'individu commence à reconnaître les désirs comme des impulsions passagères et non comme des demandes urgentes, reprenant ainsi le contrôle de ses choix. Les changements dans la composition corporelle sont étayés par des preuves scientifiques. La combinaison de taux d'insuline réduits et de périodes de jeûne prolongé facilite l'accès à la graisse viscérale, située autour des organes. Des études sur la restriction alimentaire en début de journée démontrent une amélioration de la glycémie à jeûne, une diminution de la tension artérielle et une diminution spontanée de l'appétit au cours des heures suivantes. Cependant, il est impératif de souligner que ces bénéfices ne sont pas universels. Une compensation calorique excessive dans un seul repas peut contrecarrer la perte de poids, même si le métabolisme devient toujours plus flexible et plus résistant aux variations. Toutefois, le plus grand défi réside souvent dans les implications sociales de cette pratique. Le refus de participer au repas de fin de soirée peut susciter des questions ou des critiques, transformant un choix alimentaire en un problème d'identité. Dans ce contexte, l'individu commence à se définir non plus par l'obligation de manger selon les conventions sociales, mais par la capacité d'établir des limites cohérentes avec ses besoins physiologiques. Dans les situations sociales, la participation peut se faire de manière adaptée, soit par la consommation de liquides non caloriques, soit en adoptant une approche plus flexible à certaines occasions. L'objectif n'est pas la perfection rigide, mais la rupture avec l'automatisme alimentaire. La qualité du sommeil est également fortement influencée par cette pratique. L'absence de digestion nocturne permet à l'organisme de diriger ses ressources vers les processus de réparation, ce qui entraîne un endormissement plus rapide et moins d'interruptions pendant la nuit.
Pendant la période d'entretien nocturne, le foie, le pancréas et le tractus gastro-intestinal réduisent leurs activités, permettant à l'organisme de prioriser la régénération des tissus, l'élimination des toxines et la consolidation des fonctions cognitives. À mesure que le corps s'adapte, des bénéfices supplémentaires apparaissent dans des domaines inattendus, accompagnés cependant de doutes récurrents. Le métabolisme est-il mis à mal? Y aurait-il une perte de masse musculaire? De telles questions, bien que compréhensibles, découlent souvent d'idées fausses sur les mécanismes physiologiques impliqués. Aborder directement les principales préoccupations qui imprègnent ces pratiques, alors que des idées fausses profondément enracinées persistent dans la compréhension populaire. Le premier d'entre eux fait référence à la crainte que le jeûne déclenche un prétendu « mode famine », avec des conséquences irréversibles sur le métabolisme. Cependant, les preuves scientifiques montrent que les jeûnes de courte durée jusqu'à 24, voire 48 heures ne favorisent pas le ralentissement métabolique souvent vanté. Au contraire, des études indiquent une légère augmentation des taux de noradrénaline, une hormone associée à une augmentation temporaire du taux métabolique. Ce qui compromet en fait le métabolisme, c'est une restriction calorique chronique et extrême, maintenue pendant des périodes prolongées. Le simple changement des horaires de repas, lorsqu'il s'accompagne d'une consommation adéquate de nutriments tout au long de la journée, ne constitue pas une privation, mais plutôt une stratégie visant à optimiser l'utilisation des réserves énergétiques déjà stockées par l'organisme. Une autre préoccupation récurrente concerne la perte de masse musculaire, notamment lorsque les repas nocturnes sont évités. Sur cet aspect, la littérature scientifique est catégorique. Tant que l'apport calorique total est maintenu dans des paramètres raisonnables, l'apport protéique est suffisant et la pratique des exercices de résistance est régulière, le maintien de la masse maigre est tout à fait viable. Le tissu musculaire ne fonctionne pas selon une horloge biologique rigide, sa conservation dépend fondamentalement de deux facteurs, la disponibilité des acides aminés et la sollicitation mécanique qui lui est imposée. Ainsi, si l'individu consomme des quantités adéquates de protéines lors des repas précédents comme le petit déjeuner et le déjeuner et maintient une routine d'entraînement en force, l'absence de repas nocturne n'implique pas nécessairement un catabolisme musculaire. L'idée selon laquelle la masse maigre se dissipe faute de repas spécifiques est donc un mythe sans fondement physiologique. Enfin, la question de la sécurité et de l'applicabilité universelle de cette approche nécessite une analyse minutieuse. Il est impératif de reconnaître que certains groupes de population doivent agir avec une extrême prudence, voire éviter de telles pratiques. Les personnes ayant des antécédents de troubles de l'alimentation, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les personnes atteintes de diabète incontrôlé ou celles utilisant des médicaments spécifiques devraient invariablement consulter un professionnel avant d'adopter un changement significatif dans leurs habitudes alimentaires. Il ne s'agit pas ici de promouvoir une solution miraculeuse ou universelle, mais plutôt de présenter une stratégie qui, pour la majorité des adultes en bonne santé, puisse être mise en œuvre de manière contrôlée et temporaire. L'objectif n'est pas la privation, mais plutôt l'expérimentation consciente des effets d'une pause stratégique dans l'alimentation. Il est cependant essentiel de souligner qu'une telle expérience ne doit pas se perpétuer indéfiniment, sa véritable valeur réside dans les leçons qui peuvent être extraites et appliquées de manière durable une fois achevées. Au terme d'une période de 30 jours sans dîner, l'individu aura non seulement testé les limites de sa propre physiologie, mais aura également acquis une compréhension plus approfondie des mécanismes de la faim et de la satiété. La prise de conscience que la faim nocturne est, dans une large mesure, une habitude conditionnée et non un besoin physiologique urgent représente une transformation significative dans la relation à la nourriture. La capacité de dormir sans dépendre d'un repas antérieur, ainsi que la prise de conscience que le corps est capable de mobiliser efficacement ses réserves énergétiques, sont des révélations qui transcendent le cadre nutritionnel et atteignent une dimension psychologique et comportementale. De telles idées ne sont pas anodines, au contraire, ils constituent des changements paradigmatiques dans la perception de soi et la maîtrise de soi. Lorsqu'elles sont analysées dans une perspective à long terme, les implications de cette pratique deviennent encore plus pertinentes. Les études épidémiologiques démontrent systématiquement que la consommation fréquente de repas tardifs est associée à un risque accru d'obésité, de résistance à l'insuline, de diabète de type 2 et de troubles du sommeil. Anticiper l'heure du dernier repas, même si elle n'est pas adoptée de manière rigide et permanente, contribue à une meilleure régulation glycémique, facilite le maintien du poids corporel et peut même avoir des effets protecteurs sur la santé cardiovasculaire au fil des années.
Ces bénéfices ne se limitent pas à l'esthétique ou à la performance immédiate, mais plutôt à la qualité de vie des personnes âgées, la capacité d'effectuer les activités quotidiennes sans fatigue excessive, l'énergie nécessaire pour interagir avec les membres de la famille et la réduction de la dépendance aux multiples médicaments sont les conséquences tangibles d'habitudes alimentaires bien structurées. Compte tenu de ce scénario, différentes possibilités de continuité se présentent après la période expérimentale. La première consiste à maintenir la pratique à une fréquence réduite, par exemple 5 ou 6 soirs par semaine, à condition que les repas précédents soient denses et équilibrés sur le plan nutritionnel. Dans ce modèle, la flexibilité est non seulement autorisée, mais encouragée, notamment dans des contextes sociaux ou des situations qui nécessitent une adaptation. Après tout, une rigidité excessive peut compromettre la durabilité de l'approche. Une deuxième alternative consiste à utiliser cette stratégie comme outil de recalibrage métabolique périodique, en l'adoptant 2 ou 3 soirs par semaine, tout en maintenant l'heure du dernier repas quelques heures avant de dormir. Même dans cette configuration, les bénéfices sont déjà significatifs, sans nécessiter un engagement absolu. Enfin, une troisième option consiste à restructurer complètement le rapport à l'alimentation nocturne, en remplaçant les repas copieux et tardifs par des plats légers, riches en protéines ou en légumes, sans renoncer à la conscience acquise au cours du processus. La simple capacité de distinguer entre une faim véritable et des pulsions conditionnées, qu'elles soient émotionnelles, sociales ou simplement habituelles, représente un progrès substantiel, dont la valeur dépasse toute prescription alimentaire standardisée. Le véritable pouvoir de cette approche réside cependant dans un changement de mentalité. Il ne s'agit pas seulement de changer le contenu de l'assiette, mais de redéfinir le moment où le corps peut se régénérer, se réparer et se renouveler. En rompant la soumission aux pulsions nocturnes, l'individu prend un contrôle actif sur ses habitudes, développant une résilience qui transcende la sphère alimentaire. La capacité de tolérer une faim temporaire, de discerner entre besoins et désirs et de donner la priorité au bien-être futur plutôt qu'à la gratification immédiate est une compétence rare, cultivée par quelques-uns. Cette transformation n'est pas seulement comportementale, c'est, par essence, une forme d'autonomisation. Par conséquent, la recommandation finale est claire, l'observation attentive des signaux corporels énergie, sommeil, performance physique, humeur et disposition générale devrait servir de guide principal. La science offre une carte, mais l'expérience individuelle sert de boussole. Si cette approche s'avère bénéfique, son intégration progressive et adaptée aux particularités de chacun pourrait représenter une étape significative vers une vie plus équilibrée et plus saine. Et, pour ceux qui reconnaissent en eux-mêmes le modèle de maîtrise de soi diurne suivi d'excès nocturnes, la réflexion proposée ici peut être le point de départ d'un changement durable. Après tout, la véritable transformation ne réside pas dans la perfection, mais dans la prise de conscience.